Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de la mi-journée. Une journée cruciale pour les New Fabrice à Châtellerault. 2 réunions sont au programme aujourd'hui. Sur place, on retrouve tout de suite Fred Roman du Château. Bonjour Fred Roman. Quelle est, s'il vous plaît, l'ambiance ce midi si on tente de faire un premier bilan ? Oui, bonjour Franck. Une ambiance très morose, une ambiance pesante ici chez New Fabrice. Il faut dire qu'il y a eu une première réunion ce matin à 10h à la sous-préfecture où les délégations syndicales ont été reçues et où on leur a remis un projet de protocole d'accord pour marquer la fin de ce mouvement. Vous allez l'entendre tout de suite. Guy Ayerman, qui est le leader emblématique de ce mouvement, n'était pas très heureux à la sortie de cette réunion. Écoutez. Ah oui, déçu, oui, non, on est très loin des 30 000 euros qu'on réclamait, que les salariés de Fabrice méritaient, même plus. Donc voilà, oui, déçu. Hein. Voilà, Guy Ayerman, vous êtes avec nous, merci. Vous êtes en direct avec nous donc depuis New Fabrice. Qu'est-ce que vous avez obtenu finalement ? La maudite somme de 12 000 euros net par salarié. Donc moi je trouve ça inadmissible, ça veut dire que les salariés de New Fabrice, ils travaillent là depuis des années, qui ont donné leur vie à cette entreprise, ne méritent que 12 000 euros. C'est lamentable. Alors tout à l'heure il y avait une assemblée générale où vous avez donc lu le projet de protocole et vous avez parlé d'honneur. C'est l'honneur qui ressort de ce conflit finalement ? Oui, effectivement, là, financièrement, nous avons à moitié gagné, on va dire. 12 000 sur les 30 000 qu'on souhaitait. Effectivement, c'est peu. Mais s'il faut retenir de cette lutte, de ce combat, c'est qu'on peut être fiers de nous. Les salariés de Fabrice peuvent être fiers d'eux. Et c'est un grand honneur de nous d'avoir appartenu non seulement à cette société qui est morte depuis le 16 juin, et un grand honneur d'avoir combattu pendant ces mois et ces mois pour avoir effectivement un résultat minable. Mais bon. Alors, l'Assemblée Générale terminée, il y a maintenant le vote. Le vote se fait dans une salle, je crois une salle du réfectoire ou une salle au fond de ce grand bâtiment qui est derrière nous. Vote à bulletin secret. Qu'est-ce qui va en ressortir à votre avis ? Moi je pense, tout le monde est fatigué de cette lutte, de ce combat. Moi le premier. Moi je pense que les 12 000 euros vont passer largement. Ouais. Donc pas de destruction, l'ultimatum ne tient plus ? L'ultimatum, c'était aujourd'hui, le 31 juillet, donc il tient toujours jusqu'à 14 h. Mais bon, à l'issue du vote, la minorité, je demanderai à la minorité de respecter donc le choix de la majorité. Ce qui veut dire finalement, Guy, c'est qu'après 1 mois et demi d'occupation de l'usine, tout le monde va sortir cet après-midi de l'usine et ne reviendra pas. Oui, totalement, oui. Tout à fait ça, avec beaucoup certainement de peine. De regrets, on va penser à tout ce gâchis industriel, humain, là c'est un vrai gâchis humain, 366 personnes qui vont se retrouver au chômage. Là comme dit le CTP, non, le CTP c'est le chômage. On va être sans emploi là, à partir de demain, c'est fini, il va falloir qu'on galère et galère pour retrouver un emploi tous. Donc effectivement, on va sortir avec gros sur la patate. Ouais. Merci Guy Ayerman, voilà donc ce que l'on peut dire ce midi, avant le résultat bien sûr de ce vote tout à l'heure. Merci beaucoup Fred Roman du Château. Évidemment ce soir nous reviendrons très largement sur cet événement, sur ce sujet avec, comme vous le disiez à l'instant, le résultat du vote des salariés, vote qui est en train de se dérouler. On suit l'actualité. Un couple de marginaux interpellé à La Rochelle. L'homme a été mis en examen pour agression sexuelle, enlèvement de mineurs, séquestration et tentative de viol. Il a été incarcéré, sa compagne placée sous contrôle judiciaire. Fin juin, ils avaient enlevé et séquestré une jeune fille de 13 ans avant de la ligoter dans un squat du centre-ville de La Rochelle. Elle avait réussi à se sauver après un calvaire de 5 heures. L'unité de recherche de Poitiers vient de faire une découverte fondamentale concernant la maladie de Parkinson. En effet, elle a réussi à redonner de la motricité à une souris rendue parkinsonienne. L'espoir est donc très grand chez les malades, mais il va encore falloir patienter quelques années. Sandrine Leclerc, Laurent Gauthier. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Cette équipe de chercheurs de l'université de Poitiers l'a bien compris. Depuis 4 ans, Afsané Gaillard, professeur à l'université, travaille sur la maladie de Parkinson en utilisant comme cobaye des souris. L'expérience est spectaculaire. On simule la maladie sur l'animal, ce qui se traduit par ses rotations. Après une grève de dopamine dans le cerveau, voici les constatations 1 mois plus tard. Il y a une amélioration au niveau de la motricité et c'est vraiment corrélé avec la présence des cellules greffées au niveau du cerveau.
Parce que sur ces animaux-là, on a montré en même temps qu'il y a une amélioration fonctionnelle, il y a une augmentation de taux de dopamine, c'est-à-dire la substance qui manque chez les Parkinsoniens, dans le cerveau de ces animaux. La maladie de Parkinson est caractérisée par une dégénérescence de neurones situés dans une zone appelée substance noire. Et tout le génie de cette équipe est d'injecter directement des neurones embryonnaires dans cette partie du cerveau. Donc avec cette nouvelle approche, nous avons montré qu'en transplantant les neurones embryonnaires, cette fois au niveau de sites de dégénérescence de ces neurones, on arrive à rétablir la voie qui était dégénérée dans cette maladie. Les espoirs sont grands pour les patients atteints de cette maladie, mais il faudra attendre au moins 10 ans avant les premiers tests sur les humains. Ces travaux ont été obtenus chez la souris, qui est un modèle animal, c'est un rongeur. Son cerveau ne fait que 3 cm, donc la route est encore longue avant d'atteindre une application chez l'homme. Bien entendu qu'il y a un cerveau beaucoup plus complexe, beaucoup plus grand, il faut rester modeste. Les tests sur les souris sont terminés. La prochaine étape, c'est l'expérimentation sur les singes. L'équipe de Poitiers devrait travailler avec des laboratoires de Paris et Bordeaux si le financement est bouclé. Présentation officielle hier soir à La Rochelle sur la pelouse du stade de Flandre de l'équipe 2009-2010 de rugby qui évoluera en Pro D2. Présentation à succès puisque 2000 supporters étaient au rendez-vous. Attraction du jour, la recrue fidjienne Norman Ligari, un arrière aux 43 sélections internationales. Beau bébé, 1m84, 95 kg. Et Paris réussi pour le départ de la 16e Coupe d'Europe de montgolfière et de la 20e Coupe du Monde féminine, inscrite désormais dans le calendrier tous les 2 ans. Cette réunion a vu s'envoler 52 équipages. Hier soir, à Jonzac, dans la nacelle, on retrouve Serge Auriux et Patrick Messner. 19h, plaine des Antilles à Jonzac. À la tribune, le directeur de vol donne les dernières instructions aux 52 équipages d'aérostés participant à cette 16e Coupe d'Europe de montgolfière. Un briefing détaillé au cours duquel les équipages féminins sont les plus remarqués, 21 au total, et une participation toujours croissante. Ce qui attire les femmes dans le ballon, je crois que c'est le fait de pouvoir voler, de faire quelque chose comme les hommes, j'allais dire. Peut-être un sport qui est quand même assez dur, il faut un équipage. Mais je crois qu'aussi il y a une certaine intelligence, un certain recul pour faire du ballon. Il faut être bien posé. Je crois que ça fait partie de la qualité des femmes. Autre qualité très remarquée, elles ne rechignent pas à la manœuvre, démontrant ainsi un bel esprit d'équipe. Après quelques efforts, elles prennent leur envol au-dessus d'un parterre de 10 000 spectateurs et là-haut, comme les hommes, elles suivent d'autres ballons portés par la masse d'air chaud. Mais surtout, elles profitent du silence et du panorama. Dans les nacelles, à 700 mètres au-dessus du sol, chaque aérostier sait que ce moment d'union avec la nature, interrompu seulement par des coups de brûleur, résulte du travail du directeur des vols. Il doit arriver à trouver, pour mettre des cibles au bon endroit, où les meilleurs des pilotes avec les ballons vont pouvoir y accéder et où il y a un maximum de ballons qui vont quand même pouvoir venir scorer. Et après, c'est lui qui dit si c'est volable ou pas. Il a pris la décision qu'on pouvait voler ce soir, mais il y avait pas mal de vent quand même pour décoller. Donc voilà, mais c'est sur lui que ça repose. Tout ça repose. Plus d'une heure de vol plus tard et toujours avant le coucher du soleil, les équipages trouvent leur site d'atterrissage. Pas toujours celui défini au départ, pas toujours très simple non plus. Et après les dernières émotions d'une arrivée parfois sportive, le bonheur est toujours dans le pré, surtout lorsqu'il est teinté de romantisme. Et si vous voulez voir tous ces aérostiers, sachez que la Coupe d'Europe est aujourd'hui à Angoulême. Demain, elle sera à Cognac et elle s'achèvera dimanche à Mainfond, c'est toujours en Charente, par un grand meeting aérien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité régionale, 18h45. Bon appétit si vous passez à table. À tout à l'heure. L'info régionale continue sur France3.fr.